deuxième partie de ces 9e assises de l'agriculture et de l'alimentation, avec un très beau programme également cet après-midi. Dans un instant, un face-à-face pour traiter de la souveraineté alimentaire. Effectivement, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de souveraineté ? À 15h, vous aurez 3 tables rondes, donc repérez bien celle qui vous intéresse. Une table ronde ici dans la salle Arena sur le thème « Comment améliorer la transparence sur la rémunération et l'origine des produits ». À 15h, Salon Granit, c'est à l'étage de mémoire d'où vient le poulet dans mon assiette. Et puis au Studio TV, que vous avez sans doute vu lors de votre passage dans le lobby de la Glaze, avec une thématique « Et si on arrêtait de retrouver notre alimentation à la poubelle ?» Ensuite, après la pause, à 16h30, 2 tables rondes. Une table ronde ici sur la décarbonation. Décarboner sa ferme et s'adapter au changement climatique, une nécessité, mais aussi une opportunité, c'est ce que l'on verra. À 16h30, dans le salon Granit, donc à l'étage, une table ronde sur le snacking. Ça, c'est une nouvelle tendance. Snacking, la nouvelle donne. Comment l'agriculture et l'agroalimentaire peuvent-ils s'adapter ? Et puis la clôture de ces assises, ici à 17h15, 17h30, nous aurons la présence et l'intervention de Sébastien Grosmaître, qui est rédacteur en chef de Ouest France, et qui viendra nous lire juste un petit mot sur la nouvelle maquette de votre journal préféré, nouvelle maquette qui sort de mémoire, qui doit sortir demain précisément. Voilà, le président du directoire de Ouest France opine de la tête. Voilà, donc vous avez bien repéré. Sachez également, et ne l'oubliez pas, le QR code pour pouvoir poser toutes les questions qui vous semblent bonnes à poser. Donc on démarre cet après-midi par un face-à-face, animé par Brice Dupont, journaliste à Ouest France. Voilà. Et il est accompagné d'Anne-Marie Denis, qui est secrétaire générale de la FNSEA. Bienvenue madame. Et Philippe Pointreau, le président de la fondation Terre de Liens, pour 20-25 minutes. Ensuite, on prendra les questions-réponses. Bonjour. Oui, applaudissez-les. C'est jamais simple de reprendre après un bon déjeuner. Il y en a qui dorment. Brice, il faut les réveiller. On va faire en sorte. Donc nous allons parler de souveraineté alimentaire, de débattre de ce sujet. Il y a un peu plus de 5 ans, le 12 mars 2020, rappelez-vous, nous sommes alors en pleine crise du Covid. La France est sur le point de se confiner et le président de la République déclare que déléguer notre alimentation à d'autres est une folie. Point de départ d'un appel à reconquérir notre souveraineté alimentaire. Depuis, ces 2 mots accolés sont sur toutes les lèvres. Ils sont même venus compléter l'appellation du ministère de l'Agriculture. C'est cette notion du coup de souveraineté alimentaire que nous voulons réinterroger, clarifier à travers ce débat, avec d'abord cette question toute simple que je vais vous poser. C'est quoi pour vous la souveraineté alimentaire ? Anne-Marie Denis, vous êtes vice-présidente de la commission chaîne alimentaire à la FNSEA. Vous êtes également agricultrice dans l'Orne. Je vous laisse nous répondre sur cette notion de souveraineté alimentaire à vos yeux. Oui, merci. Alors, par contre, par rapport à monsieur, je dis bien, je ne suis pas secrétaire générale. Vice-présidente de la chaîne alimentaire. Vice-présidente de la chaîne alimentaire, ouais. Et surtout agricultrice en Normandie. Donc la souveraineté alimentaire, pour nous, la FNSEA, c'est quelque chose sur lequel d'ailleurs on alerte depuis des années, parce que ça nous semble important. Il y a l'importance de l'autosuffisance alimentaire avec une alimentation sûre et durable, mais aussi une alimentation saine et de qualité. Et pour arriver à la sécurité alimentaire, on ne peut pas se permettre de fermer uniquement l'alimentation sur un territoire donné, on doit pouvoir l'ouvrir. Pour différentes raisons, on sait s'autosuffire sur certaines productions en France, et certains produits qu'on ne peut pas produire chez nous pour causes différentes, les modes de production en France qui sont beaucoup plus difficiles que dans d'autres pays, les terres qui ne correspondent pas à la nécessité pour produire certaines productions. Donc en fait, on a aussi besoin du marché international
Et on doit pouvoir, pour pouvoir permettre cela, avoir une possibilité d'échange entre les pays pour pouvoir répondre sérieusement à la sécurité alimentaire. Pour y répondre, à la base, il faut que les agriculteurs puissent produire, puissent avoir envie de produire, mais puissent le faire économiquement, puissent le faire aussi dans un cadre qui leur correspond pour leur cadre de vie. Donc voilà un petit peu notre vision. Nous allons y revenir, mais d'abord Philippe Pointereau, en tant que président de la Fondation Terre de Liens, vous avez une autre vision, j'imagine, de ce qu'est la souveraineté alimentaire. Je pense qu'il y a des points communs, mais pour nous, la souveraineté alimentaire, c'est avant tout remplir l'assiette des Français avec des produits en France, sains, qui protègent les ressources naturelles. Et aujourd'hui, c'est quand même pas le cas, puisque 37% de ce qui est dans notre assiette est importé. Voilà. Donc c'est le premier point, et c'est ce qu'on essaye de mettre en place sur les 500 fermes que Terre de Liens a achetées avec de l'épargne citoyenne. C'est produire localement pour nourrir. Alors, je suis d'accord, hein, c'est pas forcément le local, c'est pas forcément à côté, parce que sinon, moi, je mangerais que du Roquefort et à côté de moi, on mangerait que du camembert à AOP ou du Pont-l'Évêque. Donc voilà, c'est pas le chemin qu'on prend, puisqu'aujourd'hui, comme vous savez, la France exporte toujours plus chaque année, et la contrepartie, c'est qu'on importe toujours plus des produits que l'on pourrait produire chez nous. Selon vous, il faut mettre en corrélation la production agricole en France avec les besoins alimentaires des Français. C'est ça que vous dites ? Oui, c'est ce qui est en train d'être fait par les collectivités locales, notamment dans les plans alimentaires territorialisés, hein, où ils essayent de recoupler, tant que faire se peut, la production agricole et la consommation. Et ça peut se faire hormis les produits tropicaux, et donc le café, le cacao, les agrumes, ça peut se faire pour la majorité des produits. C'est vrai on l'a un peu dénoncé dans notre rapport, on est largement autosuffisant en blé dur, mais on importe la majorité de nos pâtes. On importe 50% de nos fruits et légumes. Et on ferait bien comme c'est d'ailleurs écrit dans la loi, on ferait bien de soutenir cette filière-là qui perd chaque année pied, et alors qu'on va avoir des gros besoins. Nous, on a calculé qu'en 2050, il faudrait implanter quasiment 450 000 hectares de fruits et légumes. Anne-Marie Denis, à vos yeux, l'état de cette souveraineté alimentaire aujourd'hui en France ? Elle se dégrade. Il y a déjà une raison très simple, c'est qu'on a perdu 17% de production en France. Cette production-là, on va la chercher ailleurs. Et même sur ce qu'on produit, on a une concurrence importante avec les autres pays qui importent. On importe énormément de produits agricoles. Je crois que sur la volaille, par exemple, on est à 231% de plus qu'il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années. Sur la viande bovine, contrairement à ce qu'on nous laisse entendre, la viande bovine se maintient en consommation, mais on importe de plus en plus. Alors, vous parliez tout à l'heure de la période Covid. La période Covid a été une très belle période, si j'ose dire, pour l'agriculture, mais aussi pour la qualité de l'alimentation dans l'assiette, puisque les consommateurs sont revenus vers l'alimentation locale. On a vu une augmentation de consommation de nos produits, et ce qui nous permettait justement de n'importer que les produits dont on avait besoin et qu'on n'avait pas en France. Et aujourd'hui, c'est le sens inverse, en fait. On joue au marché du moins cher, et ainsi on importe des produits, alors vous nous entendez beaucoup parler du Mercosur, des produits comme les produits du Brésil, qui ont des coûts de production à 40 à 60% moins chers que chez nous, et qui se permettent donc d'importer quelque chose qui ne correspond pas à la norme européenne et non plus à la norme française. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir produire en France ce qu'on peut produire. Ce qu'on ne peut pas, on va le chercher ailleurs. Mais ce qu'on produit chez nous, il faut qu'on les produise avec des règles équivalentes aux règles des produits qui rentrent de l'extérieur, c'est-à-dire soit qu'on ferme la porte à tous ces producteurs étrangers qui n'ont pas du tout les mêmes conditions de production, que ce soit en matière d'engrais, en matière de traitement, mais aussi en matière d'emploi, puisque les conditions sociales ne sont pas du tout les mêmes. Donc il faut qu'on se batte pour garder l'élevage,
garder la production de céréales, qui a baissé aussi, hein, perdu, je crois que c'est près de 10% en production de céréales. Faut qu'on garde toutes les productions de légumes, il faut qu'on les développe parce qu'on n'en a pas assez, etc. Donc il y a un travail important à faire et nous on travaille à la FNSEA sur ce projet et on est en train de regarder aux frontières qu'on ne rentre pas n'importe quoi et on veut que nos agriculteurs vivent de leur métier parce que s'ils ne vivent pas de leur métier, comme on le sait, il y a beaucoup d'agriculteurs qui aujourd'hui sont en fin d'activité et vont quitter pour prendre leur retraite. On n'installera pas de jeunes si on ne leur offre pas un cadre de vie correct avec des revenus corrects et un métier. L'agriculteur est là pour produire. Quand il produit, il veut produire pour faire plaisir aux consommateurs. Nous, notre état d'esprit, c'est de produire un bon produit. Quand on le sort ou de la terre ou du puits de la vache, on est fier, on a un produit de qualité, on a un produit sain, un produit durable. Eh bien, ça, on veut le conserver, on veut même l'améliorer. On est en train de travailler dessus aussi avec nos agriculteurs pour améliorer nos modes de production. On met en place la recherche et l'investissement pour pouvoir aider. Alors, Philippe Pointereau, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, dans un rapport paru cette année, en février 2025, si je ne me trompe pas, la fondation que vous présidez parlait d'un scandale made in France en ce qui concerne la souveraineté alimentaire. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu pourquoi vous estimez que c'est un scandale ? Pourquoi c'est un scandale ? Parce que, on n'est pas capable de remplir notre assiette alors qu'on a 28 millions d'hectares de terres agricoles très productives et qu'on est un des pays qui a le plus de surface agricole par habitant. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, quand même, qu'on oublie, c'est qu'on a quand même 11 millions de personnes en précarité alimentaire en France, 17% de la population, majoritairement des jeunes, soit qui ne mangent pas les produits qu'ils voudraient manger, donc côté qualité, on va dire, soit qui ne mangent pas la quantité, quoi. C'est totalement intolérable d'avoir 11 millions de personnes en précarité alimentaire. Donc, pour moi, c'est un échec du modèle agricole et alimentaire français, quoi. Après, c'est aussi, comme ça a été dit, le fait que beaucoup d'agriculteurs n'ont pas un revenu suffisant. Voilà, il y a 17% des agriculteurs qui sont RSA, mais ce qu'on ne dit pas trop, c'est que l'inégalité des revenus en agriculture est énorme. Si vous regardez les chiffres du RICA, les données comptables du ministère de l'Agriculture, enfin, je veux dire, entre les grosses exploitations, celles qui font plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires, et les petites, c'est un rapport de 1 à 4. Entre les éleveurs ovins qu'on a par chez nous dans le sud-ouest ou les céréaliers du nord de la France, c'est pareil, c'est un rapport de 1 à 2, 1 à 4. Je veux dire, on a aujourd'hui des agriculteurs qui ont des revenus, alors c'est vrai que ça s'est dégradé depuis 2022, mais qui dépassent les 100 000 euros par UTA, quoi. Donc pour nous, le scandale, c'est aussi ça. Mais je vais donner un dernier exemple. Il y a eu un rapport du CCFD Terre Solidaire sur la tomate au Maroc. Donc pour nous, aujourd'hui, consommer de la tomate en hiver, si elle est produite en France, ça veut dire qu'on l'a chauffée, ça coûte quand même une blinde en énergie. Et une grosse partie vient du Maroc. Il faut quand même savoir que quand les gens consomment cette tomate, elle est essentiellement ramassée par des femmes qui travaillent 14 heures par jour, payées 1 euro par jour. Donc c'est vrai que à 15 centimes le kilo de transport, c'est la compétitif. C'est évident. 2, ils utilisent, comme ça a été dit, des pesticides qui sont interdits en Europe, mais qui sont produits en Europe. C'est quand même... Et puis maintenant, ils en sont à irriguer avec des usines de dessalement de l'eau de mer, quoi. Voilà, avec des joint ventures, France-Maroc, et avec des Bretons dans l'affaire. Donc moi, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, et je pense que quand on voit ça, la règle, c'est de ne pas consommer des tomates en hiver, parce que c'est pas bon pour les paysans français, c'est pas bon pour les paysans marocains. Anne-Marie Denis, sur ce scandale dénoncé par la Fondation Terre de Liens, est-ce que vous avez une règle sur ce que vient de dire aussi Philippe Pointereau ? Non, mais je vous le disais tout à l'heure, de toute façon, tout ce qui nous vient d'un certain nombre de pays, gros producteurs quand même aussi, je prenais l'exemple tout à l'heure du Brésil, mais on a d'autres pays comme ça, ils n'ont pas du tout les mêmes conditions de production. Donc, on ne parle pas égal, on met en danger la santé humaine des consommateurs. Après, il faut peut-être aussi qu'on éduque d'un côté le consommateur à savoir différencier les saisons et faire la saisonnalité sur leur plat dans l'assiette. Il faut aussi qu'on arrête je suis désolée, mais quand je vois un grand distributeur français qui passe des messages sur les réseaux sociaux à tout va en disant
moi je veux vous vendre du prix le moins cher et toujours le moins cher au-dessous du moins cher, on ne peut pas y arriver. Donc il faut absolument qu'on arrive à régler ce problème-là, qu'on arrive à mettre une valeur sur l'alimentation. Alors moi, quand je vois des repas à la cantine à 50 centimes, on laisse croire à des enfants ou à des parents qu'avec 50 centimes, on peut se nourrir à un repas le midi. Non, c'est faux. C'est faux. Ça peut se faire une fois, mais on ne peut pas manger que comme ça. Et c'est tous ces problèmes-là qu'on doit mettre sur la table. On a des règles de production, nous, en matière de bien-être animal, en matière de soins des animaux. On se soigne aussi, nous, hein, faut pas l'oublier. On prend, alors c'est vrai que le consommateur ne se rend pas compte, mais un agriculteur, moi je suis éleveur, hein, un agriculteur qui est éleveur tient un cahier et note tout ce qu'il fait en matière d'intervention auprès de ses vaches. Alors, la naissance du veau, le vélage, comment il s'est passé, quand est-ce qu'on fait l'insémination, quand est-ce qu'on fait des soins, quels médicaments on a mis, quelle quantité. On a des contrôles. Sur la matière environnement, en matière d'environnement, on a diminué, je crois que par rapport au Brésil, on doit avoir à peu près 25 matières actives en moins. Donc voilà, on peut pas faire manger aux consommateurs des choses qui ne correspondent pas à la même norme que chez nous. Sur les engrais, on prône l'élevage et un équilibre entre l'élevage et les cultures pour pouvoir avoir une agriculture plus raisonnée et qui se développe et qui permette à chacun d'en vivre. Enfin, sur tous les points, en fait, on est vraiment... Je suis allé il y a peu d'années en Irlande. Je suis arrivé en Irlande. On me dit on parle égal avec eux. Non, on ne parle pas égal parce que nous, les normes de construction d'un bâtiment coûtent beaucoup plus cher que les normes imposées chez eux. Et c'est tout comme ça, en fait. Tout est comme ça. Donc, il faut absolument, on a le plus beau métier du monde, il faut qu'on le conserve, mais il faut que notre métier serve à nourrir notre population. Mais aussi, la population française, et je crois que c'est notre point de différence avec monsieur, la population française, mais on a aussi un peu le devoir, sur les produits qu'on a en trop, de pouvoir nourrir certaines populations. Quand on envoie des céréales dans des pays pauvres, on permet à ces gens-là aussi de sauver leur vie. L'agriculture française doit rester forte à l'export pour survivre, notamment. Enfin, je veux bien vous entendre tous les deux sur ce point, parce que vous n'êtes pas forcément d'accord. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on dit, c'est que on met en avant les exportations françaises et le monde agricole est largement sur l'exportation. Je pense que tout le monde dans la salle sont des entreprises qui exportent massivement. Tereos, Lactalis et d'autres. Mais plus on exporte, plus on importe. Et on cache les importations qu'on fait. Donc, et pour dire que la France nourrit le monde, alors prenons le cas des céréales. L'essentiel des céréales va nourrir les élevages hors sol de l'Europe. Un petit peu, heureusement, sur l'Afrique du Nord, mais minoritairement, ça va essentiellement sur l'Afrique du Nord. Et puis après, excusez-moi, mais on ne nourrit pas le monde avec du champagne, du cognac, et du vin rouge et du sucre. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on importe, nous ? Là, c'est vrai qu'on est en monde agricole, mais on est quand même en Bretagne, donc il y a la pêche. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on importe massivement des poissons qui pourraient nourrir les populations africaines. J'ai calculé que si on regardait les protéines importées par les poissons, ça représenterait l'équivalent de 2 millions d'hectares. Voilà. Donc en fait, la France est tout juste au suffisante, ou ne l'est plus aujourd'hui. Je veux dire, voilà, et je pense que l'import-export, en fait, il y en a qui gagnent, clairement. Voilà, même si le cognac est mal, en 2022, il gagnait quand même 250 000 euros par exploitant. Hein. Je ne parle pas par exploitation, je parle par exploitant. Les éleveurs de porc, aujourd'hui, en 2023, ils sont à 150 000 euros de revenus. Donc il y en a qui trouvent leurs bénéfices dans ce marché d'import-export. Mais quelque part, ça fait des dégâts. Chez nous, dans le sud-ouest, le revenu moyen des fermes est la moitié du revenu moyen français, quoi. Donc en fait, ce marché-là, comme ça a été dit, c'est le moins 10 ans. Voilà, c'est pour ça que les poulets, on se fait damer le pion, et puis on se fera damer le pion par la viande bovine d'Argentine ou du Brésil. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui nous restera ? Oui, on est compétitif sur les céréales, on est compétitif sur le sucre, et encore, j'ai du mal à croire qu'on soit plus compétitif que la canne à sucre. Et puis, voilà, donc je pense qu'il faut revoir le système pour faire que les productions françaises dont on a besoin, on les soutienne, on mette des barrières aux frontières,
qui soit réel, parce que moi je veux bien qu'on dise en France on a les meilleures productions, les plus saines, etc. Mais enfin, je veux dire, on a quand même tous les captages d'eau potable qui sont pollués. Et puis reprenons chez vous le cas du soja. On dit ok, on ne peut pas importer des produits dont on interdit les modes de production en France. Que je sache, le soja est OGM, qu'on importe. La culture de soja OGM est interdite en France et en Europe, pourtant on l'importe et personne ne dit rien. Là-dessus, sur la question du soja, Anne-Marie Denis, est-ce que le modèle actuel nous rend pas, en parlant de souveraineté alimentaire, est-ce que ça nous rend pas dépendants à certaines importations? Il y a l'exemple du soja, des engrais également. Comment on fait pour lutter contre ça? On a regardé pour le soja si on pouvait tout produire en France. La réponse, elle est non. Sinon, on se privera de d'autres produits alimentaires de nécessité immédiate. Donc là, c'est sûr que de ce côté-là, on n'a pas le choix, même en diminuant, en fermant, si j'ose dire, les frontières sur nos importations, sur certains produits, on n'y arrivera pas. Après, nous, ce qu'on propose, c'est aussi, dans l'évolution du mode d'exploitation, on encourage les agriculteurs à faire plus de protéines. Quand je vous parlais aussi du rapprochement entre les exploitations d'élevage et les exploitations de céréales, les exploitations de culture, c'est aussi pour que les exploitants qui font des cultures puissent faire une diversité de cultures. D'ailleurs, la PAC nous incite à faire de la rotation de culture. C'est quelque chose que je connais bien. Moi, j'en fais depuis plus de 20 ans. Et en fait, la rotation de culture, déjà, agronomiquement, nous permet de protéger un peu nos terres et d'autre part, nous permet de produire des productions indispensables pour les élevages. On peut faire du colza, on peut faire du trèfle, on peut faire de l'herbe, parce que l'herbe, ça n'est pas que de la prairie naturelle. Et en fait, si on l'organise bien, on peut diminuer la proportion, mais de là à complètement fermer nos frontières sur ce dossier-là, ça va être difficile et c'est un autre grand regret parce qu'on n'achète pas à l'étranger par plaisir. Si on le fait, c'est parce que on a besoin de ces produits-là. C'est comme pour l'engrais, nous on encourage les agriculteurs à avoir de plus en plus d'élevage à servir d'engrais sur nos champs de culture, sauf que on n'arrive pas à s'autosuffire non plus, quoi. Philippe Pointereau, sur ce point, c'est le modèle qu'il faut revoir selon vous? Il y a beaucoup de choses à revoir. Déjà, il faudrait aligner la politique agricole commune sur le programme national nutrition santé, qui donne une direction claire sur, en gros, ce qu'il faudrait consommer pour baisser les maladies chroniques, que ce soit les cancers, le diabète de type 2 ou les maladies cardiovasculaires. Et on en est très loin, quoi. Je veux dire, chaque année, ces coûts des affections longue durée sont payés intégralement par l'assurance maladie. C'est 5 milliards d'euros supplémentaires chaque année, quoi. Donc, voilà, que dit le PNNS, le 4, il dit que voilà, au lieu de consommer 3 produits laitiers par jour, on est passé à 2, quoi. Voilà, il faut consommer beaucoup plus de fruits et légumes non contaminés par les pesticides. Donc moi, ce que j'attends, c'est ça. Après, quand on dit qu'on ne peut pas produire plus de légumineuses en France, c'est parce que c'est moins rentable que le blé. Le blé, c'est 45% de la sole. Donc si vous prenez les importations de soja, c'est 1,4 million d'hectares. Donc on pourrait les produire en France, mais il faut diminuer la sole des céréales à paille, orge, blé, maïs. Voilà, donc pour moi, c'est possible, mais ça ne pourra pas se faire sans des soutiens. Parce que, évidemment, produire du soja en France, c'est plus coûteux que le produire au Brésil. Voilà, et après, il y a quand même des filières qui s'engagent. Toutes les filières AOP et Label Rouge se sont engagées à ne plus utiliser de soja OGM, ce qui leur coûte plus cher. Ça veut dire aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut que le consommateur comprenne que manger des produits sains de qualité qui protègent l'environnement, ça coûte un peu plus cher. Nous, on a estimé 2 € de plus par jour pour l'alimentation. Et 2 € de plus par jour, je pense que 70% des Français peuvent mettre 2% de plus par jour quand ils savent ce qu'il y a derrière au fond de leur assiette. Un environnement protégé, des emplois créés, des paysages, des produits sains. Voilà, après, peut-être pour les 30% ou moins, je ne sais pas, de la population qui compte à l'euro près, ben là, il faut des politiques. Voilà, nous, on soutient la sécurité sociale de l'alimentation. Enfin, il y a la restauration collective. On peut faire aussi des péréquations entre les revenus des familles. Enfin, là, il faut de la politique. Juste pour finir,
un peu de prospective, c'est comment voyez-vous la souveraineté alimentaire de la France? On en parle beaucoup ces dernières années, mais dans les 5 ou 10 ans à venir, Anne-Marie Denis, est-ce qu'on prend le bon chemin? Alors il y a eu des lois, il y a la loi du plomb qui a fait beaucoup débat l'été dernier. Est-ce qu'il faut aller continuer dans ce sens? Est-ce que c'est les bonnes orientations? La loi du plomb, Notamment. J'attends la mise en place, parce que beaucoup de lois aujourd'hui circulent en France, mais on est dans une mouvance politique qui complique largement les choses. Je me permets, avant de vous répondre, de reprendre une réaction de monsieur. Moi, je suis assez méfiante en disant il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, d'autres moins. Oui, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, d'autres moins. Maintenant, on a cru longtemps que les céréaliers étaient des gens très riches. Je peux vous dire, on a des céréaliers qui depuis 3 ans souffrent et donc il faut qu'on fasse attention. Moi, il y a 20 ans, je rêvais de faire de la vigne parce que je croyais aussi que c'était devenir très riche que de faire de la vigne. Donc en fait, la nature fait que les choses tournent, le climat évolue et nous oblige à nous adapter. Et les réglementations de plus en plus drastiques nous obligent à produire moins. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit d'accord. Quant à l'évolution, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on vous l'a dit là tout au cours du débat, il faut vraiment qu'on s'attache déjà que le consommateur prenne conscience de ce qu'il a dans son assiette, qu'il sache déterminer, sache analyser les étiquettes. Nous, on travaille depuis des années en France pour essayer d'avoir l'information de l'origine, pas du produit fini, mais de l'origine des produits aussi qui sont dans l'alimentation transformée, pour pouvoir mieux valoriser les produits français, mais aussi pour pouvoir vous apporter en fait une alimentation sûre. Vous pouvez aller voir le paysan d'à côté, même si, alors aussi produire français, ça a un autre avantage. Je pense que dans la salle, on a des transformateurs, on a peut-être des distributeurs, mais les transformateurs aujourd'hui, sans eux, nous, on ne pourrait pas produire, parce qu'on a besoin d'eux pour transformer. Alors, je ne suis pas pour l'ultra-transformation, mais je dis bien transformer. Et eux ont besoin de l'agriculture aussi pour pouvoir travailler, produire. Et aussi, ça produit de l'emploi. Il ne faut jamais oublier ce point-là, parce qu'en France, quand il n'y aura plus d'emploi, il n'y aura plus besoin d'alimentaire, parce qu'il n'y aura plus personne à vivre en France. Et puis, pour le consommateur, eh ben, c'est la fin de la chaîne. Et ça, je pense qu'il faut que tout le monde eh bien ça en tête. C'est une chaîne complète, une filière complète de la base de la production. La pomme de terre qui sort de la terre ou le lait qui sort du pied de la vache, il doit passer par différentes étapes pour arriver chez le consommateur. Et je pense qu'on ne communique pas assez sur notre métier, parce que notre métier, c'est la base de toutes ces choses-là. Et on crée quand même énormément de PIB en France, et ça, il faut bien l'avoir en tête. Merci. Alors, je crois que nous avons une série de questions. Oui. Alors, comment la FNSEA justifie-t-elle la concentration des aides de la PAC alors que les petites exploitations continuent de disparaître? Alors, je suis un peu surprise parce qu'en fait, concentration... alors, on a l'impression que ça se concentre peut-être. Par contre, ce que je peux dire, c'est que sur la dernière PAC, il y a une attention très particulière sur les petites exploitations. On a mis beaucoup d'argent depuis quelques années sur les producteurs bio, et moi je fais partie des premiers départements qui ont vite développé dans le nord de la France le bio. On a dans la future PAC qui parle déjà d'aide spécifique aux petites exploitations. Nos jeunes agriculteurs veulent qu'on prenne en compte aussi le nombre de travailleurs sur une exploitation. Donc je pense que après, qu'est-ce qu'on appelle une grosse exploitation? Parce que moi j'ai toujours un petit peu de mal. Moi on m'a dit qu'avec 60 vaches j'avais une grosse exploitation. Ouais. Je ne savais pas. On travaille à 3 sur une exploitation. Moi je dis qu'il faut qu'on ramène à l'UTH, enfin au nombre de travailleurs sur l'exploitation. Une question sur le niveau des produits, la qualité des produits. Ne pensez-vous pas que la précarité alimentaire soit une solution enfin, non, ne pensez-vous pas que pour la précarité alimentaire, une solution serait de baisser la qualité de nos standards français? Non, pas du tout. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde doit avoir accès. On est un pays riche, on est un pays agricole, tous les Français devraient pouvoir accéder à une alimentation saine et de qualité.
Voilà, faut juste changer un peu les règles du jeu, quoi. Je veux dire, on peut changer la PAC. Voilà, on peut mieux soutenir certaines filières. Voilà, enfin, je pense qu'il y a plein de moyens aujourd'hui pour faire que tout le monde ait accès à cette alimentation de qualité. Après, je reviens sur ce qui a été dit. C'est vrai qu'un des soucis qu'on va avoir, c'est quand même le renouvellement des générations et l'installation des jeunes. Bon, nous, à Terre de Liens, on y travaille beaucoup. On installe 60 à 70 paysans ou agriculteurs chaque année. Le souci quand même, c'est qu'il faut que le métier soit attirant, comme ça a été dit. Mais là, vraiment le problème qu'on a en agriculture qui est pas mis sur la table, c'est à la fois le fait que les revenus sont très fluctuants, comme ça a été dit, pour les céréaliers purs, ceux qui ne font pas de pommes de terre et de betteraves, ceux-là, ils s'en sortent encore très bien. Leur revenu a plongé de 80% entre 2023 et 2022, et ça ne s'est pas arrangé en 2024 ni en 2025. Donc, qui peut encaisser des évolutions aussi importantes de revenus? Aucun salarié aujourd'hui ne supporterait. Donc ça, c'est un vrai problème. Puis après, comme j'ai dit, il y a quand même une grosse inégalité de revenus dans le monde agricole que la PAC a été incapable de corriger. Et donc, je pense que là, on aurait des marges de manœuvre pour réorienter notre agriculture, faire qu'on ait beaucoup plus de jeunes qui s'installent, voilà, et qui, à la fois dans les filières longues et les filières courtes, dans les produits de qualité, et puis en essayant aussi, parce que bon, notre ministre nous dit qu'on est les plus écolos de France. Oui, mais si c'était vrai, on n'aurait pas de problème de qualité de l'eau dans nos nappes phréatiques. On a une table ronde en parallèle organisée par Terre de Source. Je veux dire, Terre de Source, si ça s'est créé, c'est bien qu'ils avaient des problèmes d'herbicides dans l'eau potable de Rennes. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on a les leviers possibles, on a les moyens de le faire. Il faut juste une vraie volonté politique, et je pense qu'on ne l'a pas aujourd'hui, cette volonté politique. Allez, un dernier mot. Oui, sur la qualité, baisser la qualité, non. Déjà en France, on produit des produits de qualité par rapport à de nombreux pays. On a des produits sains. Et en fait, ce qu'il faut, c'est bien équilibrer sur ce qu'il y a besoin pour le consommateur. Moi, je le demande. Il y a un travail qui est fait d'ailleurs au niveau au niveau de la restauration collective sur une plateforme Ma Cantine pour savoir ce qui est fourni dans la restauration. Ouais. Moi, ce qu'on a besoin, nous, c'est d'avoir un peu de visibilité sur les besoins de consommation pour pouvoir avoir tout type de production. Il y a des gens qui ont les moyens et qui veulent se faire plaisir, qui vont acheter ou du bio ou du label. Il y a des gens qui ont un revenu serré parce que la famille est nombreuse. Beaucoup de recompositions de famille, d'ailleurs, existent aujourd'hui. Et quand vous avez 5 ou 6 enfants autour de la table, il est difficile quelquefois de mettre le budget que vous avez envie. Et puis, vous avez des gens pauvres, on ne peut pas les laisser de côté sans les nourrir. Donc, il faut qu'on essaie de trouver l'équilibre entre tout ça, et nous, on travaille là-dessus. Je rebondis juste sur l'installation des jeunes. Aujourd'hui, la PAC donne une aide pendant 5 ans complémentaire. Ils sont surdotés sur la PAC et on se battra pour continuer cette surdotation. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. C'est la fin de cette table ronde, de ce face-à-face.